Bienvenue. Bienvenue en ces territoires inexplorés, où la peur fait partie du quotidien, où les ombres attendent votre trépas, où la mort est votre compagnon de voyage, où la vie n'est qu'une notion abstraite, où l'irréel se mélange avec le réel. Oubliez tout ce que vous savez sur le concevable et le perceptible, tel qu'on vous l'a appris. Seul compte ici la force de votre esprit, face à l'innommable et l'indescriptible dans toute sa force. Vous qui entrez ici pour entendre des récits au-delà de votre imagination, vous allez découvrir un autre sens du mot angoisse. Alors, sans plus attendre, prenez votre ticket pour la terreur et voyageons ensemble aux confins de ces histoires de l'autre monde. La créature que j'aimais. J'écris aujourd'hui mon histoire pour être sûr de ne pas oublier, de ne pas l'oublier, car le chemin que je m'apprête à prendre risque de me faire plonger dans un enfer bien plus grand que celui que je viens de quitter à regret. Pas à cause des événements auxquels j'ai assisté, ni les meurtres. En y réfléchissant, carnage sera un mot plus juste. Non, ça, j'aurais préféré qu'il s'enfuit de mes souvenirs le plus possible, qu'il s'enfonce dans les tréfonds de ma mémoire, dans une abysse sans espoir de remonter à la surface. J'ai beau tenter de les refouler, les images sont toujours là, bien tenaces, s'accrochant à mon être et mes souvenirs, comme un clou piégé dans un mur d'une bâtisse cernée par les fougères de toutes parts. Mais c'est un moindre mal, car derrière ces images de mort et de souffrance, je la revois. Pas seulement son apparence monstrueuse, celle-là même qui a été la cause de mon désespoir. Non, je revoyais aussi celle qu'elle a toujours été, celle que j'aimais, au plus profond de mon être. Ce même amour qui m'a fait basculer dans l'indifférence de l'autre. Tous ces pauvres gens ayant subi sa puissance, sa force issue de je ne sais quelle entité surnaturelle ayant pris possession de son corps, de son esprit, cette même entité dont je recherche la trace aujourd'hui afin que plus jamais quelqu'un d'autre ne revive ce que j'ai vécu, ce qu'elle a vécu surtout. Et dire qu'on disait que c'était une légende, une affabulation de l'histoire française, créée de toutes pièces par des paysans à l'esprit faible et corvéable, aux croyances les plus improbables. Mais ce que j'ai vu, ce dont mes yeux ont été les témoins, est loin d'être une fable pour esprit crédule, croyez-moi. Et c'est justement parce que son existence doit être mise au jour que je rédige aujourd'hui ce journal. Peut-être que je fais tout ça pour rien. Pour qu'il ait une raison d'être, encore faut-il que ce journal puisse être trouvé un jour, et que la personne qui la trouvera ne pensera pas à son tour qu'il s'agit d'hallucinations, dues à l'alcool ou au mal des montagnes, à cause de la faible teneur en oxygène, dont il est parfois difficile de s'habituer. Mais qu'importe ce que pensera celui ou celle qui trouvera ce récit. Le plus important est qu'il soit trouvé, qu'il soit lu par quelqu'un qui y donnera un crédit et qui rejoindra le clan des croyants concernant la réalité de ce véritable virus venu du fond des âges. Mais celui-ci n'a rien d'invisible, bien au contraire. Mais il n'en est pas moins aussi dangereux. Non, il est bien plus dangereux en fait, car j'ignore s'il existe un moyen de le détruire. J'ignore si je pourrais à nouveau tuer une telle force une fois présente devant moi. Car je sais qu'en la voyant, je reverrai le visage de Myriam. Le si doux visage de ma Myriam. Bien avant qu'elle se retrouve sous l'emprise de ce mal insidieux qui s'est emparé de son corps si parfait, de sa gentillesse si adorable, son sourire n'ayant aucun égal en ce monde, et de sa personnalité qui me faisait fondre à chaque instant des jours passants. Je m'égare. Vous dites sans doute que je suis un peu fou. En un sens, je ne peux pas vous donner tort. Depuis tout à l'heure, je vous parle de possession, d'entité, de monstres millénaires. Mais à dire la vérité, j'aurais aimé que cela soit aussi simple. Qu'il s'agissait d'un monstre ayant pris le visage de ma tendre épouse. Peut-être aurais-je eu moins de difficultés à tirer sur la détente, pour l'effacer de la surface de la terre. Cependant, dans ces derniers instants, je savais que Myriam était toujours là. Ses larmes coulant sur ce qui avait remplacé son visage avaient été plus qu'éloquents.
et je n'aurais jamais été capable de faire le geste fatal me privant de sa présence si elle ne m'avait pas elle-même incité et même supplié de le faire. Toutefois, avec le recul, je me dis que c'était la seule chose à faire au moment des faits. Sinon, qui sait quelles horreurs elle aurait pu encore commettre. Ah, ça suffit, je me fais du mal plus qu'il n'en faut. Et j'oublie l'essentiel. Je dois vous raconter tout ce qui s'est passé. Depuis le début. Il est primordial que vous connaissiez les moindres détails de ce cauchemar, avant que je devienne véritablement fou. Je ne peux pas me permettre de sombrer dans la folie. Pas avant que je n'ai éradiqué le mal qui a corrompu l'âme de la personne que j'aimais le plus au monde. Alors, installez-vous bien, car ce que j'ai à vous dire risque de vous choquer, de vous révulser, de vous montrer ce qu'est la bestialité dans toute sa splendeur, son essence. Enfoncez-vous bien profondément dans votre chaise, votre fauteuil ou votre canapé, et prenez soin de prévoir une bouteille d'alcool fort à vos côtés. Une fois que je vous aurai tout dit, je vous assure que vous aurez besoin d'une bonne rasade pour vous remettre. Peut-être même 2. À vous de voir. Mon épouse et moi sommes arrivés dans les Cévennes françaises il y a de ça un peu plus de 8 mois. C'était un moyen pour nous deux d'oublier le drame dont nous avions été les victimes quelques mois plus tôt. Le genre de drame qui peut briser un mental aussi violemment qu'une tempête peut renverser un bateau en quelques instants. Une tragédie qui a valu à ma chère Myriam de subir une thérapie pour se remettre du choc psychologique subi. Elle était enceinte de 5 mois. Et suite à une chute dans l'escalier de notre demeure, alors que j'étais occupé à tondre la pelouse, elle a fait une fausse couche et a perdu notre bébé. Je m'en suis longtemps voulu à ce sujet, car j'avais entrepris de faire ce nettoyage de notre jardin profitant d'une sieste de Myriam. En temps normal, j'ai toujours été à ses côtés tout le long de sa grossesse, dès lors que l'on savait qu'un 3e membre allait rejoindre notre couple. J'ai pris un congé sabbatique pour pouvoir suivre chaque étape de celle-ci, et pouvoir être aux petits soins pour la future maman et mère de notre petit bonheur en devenir. Cependant, Myriam avait été réveillée par le son de la tondeuse, pourtant très faible. Ça avait même été le principal critère de sélection de cette machine, justement pour éviter un stress inutile à Myriam pour ce type de moment de repos. Mais visiblement, elle n'avait pas un son suffisamment faible pour empêcher son réveil. De ce qu'elle m'avait dit par la suite, elle avait essayé de m'appeler par la fenêtre qu'elle venait d'ouvrir, afin que je vienne l'aider à descendre l'escalier, et qu'elle aussi profite du radieux soleil de la journée et du jardin. Mais je ne l'avais pas entendu, à cause du casque sur mes oreilles. Abruti que j'avais été. Sans ce casque, j'aurais pu éviter tout ce qui a suivi. Sans réponse de ma part, Myriam a décidé de tenter seule la descente, de manière prudente, une marche après l'autre. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous demander comment quelque chose qui peut paraître insignifiant de prime abord peut être la cause de catastrophes en tout genre. C'est ce qui est arrivé à ce moment, sous la forme d'une simple petite flaque d'huile de moteur. La faute à une erreur de ma part. Avant de descendre vers le jardin, je suis allé dans le placard de l'étage, là où je range mes outils de jardinage, afin de prendre un bidon d'huile. La tondeuse n'ayant pas fonctionné depuis des mois et ne sachant plus si le réservoir du fameux liquide était à niveau, j'ai préféré jouer la précaution. J'ai vérifié si les bidons comportaient assez d'huile pour un éventuel plein, et j'ai mal refermé le bouchon. En descendant les escaliers, quelques gouttes ont glissé le long du bidon jusqu'à tomber sur les marches à mon insu. Et c'est sur une de ces flaques formées par ces échappées d'huile que Myriam a glissé. Elle a tenté de se rattraper en agrippant la rambarde de l'escalier, mais sans succès. Elle a dévalé le grand escalier en bois jusqu'en haut, la laissant sans connaissance de longues minutes. Quand je suis rentré à l'intérieur de la maison et que je l'ai vue étalée au sol, inerte, j'ai cru que mon cœur allait exploser, tellement j'étais en proie à la panique. J'ai tenté de la secouer, mais rien n'y faisait. Pourtant, elle respirait. J'avais mis mon oreille contre sa poitrine pour vérifier que le pire n'était pas arrivé. L'équipe de secours que j'avais prévenue ne parvint pas non plus à la ranimer tout de suite. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur de leur véhicule que Myriam ouvrit enfin les yeux, un peu dans les vapes, se demandant ce qui était arrivé. Je la rassurais tout le long du parcours pour rejoindre l'hôpital le plus proche. Ceux-ci avaient été prévenus et nous attendaient. C'est là que commença la plus longue des attentes, à me demander si Myriam allait me revenir, ainsi que notre enfant. Je savais qu'une telle chute pouvait avoir des conséquences désastreuses à ce sujet. Et malheureusement, je ne me suis pas trompé.
même si j'aurais 1000 fois préféré. Myriam fut sauvée par les médecins, mais pas le bébé. Myriam n'a pas réagi immédiatement quand je l'ai mise au courant. Elle semblait être dans un autre monde à mon annonce. Conséquence d'un traumatisme psychologique que je n'imaginais pas aussi important à ce moment. Mais au fil des jours, celui-ci se révéla inquiétant. Myriam appelant son bébé régulièrement, ou me demandant où je l'avais caché, en souriant, pensant que je lui faisais une blague pas drôle. Elle s'énervait parfois dans ces moments-là, et je ne savais pas quoi faire. Il lui fallut plus de 2 semaines avant de comprendre que notre enfant ne connaîtrait jamais notre maison, ni la chambre que nous avions pris tant de soin à décorer ensemble. Son état psychologique ne disparut pas pour autant. Au contraire, il empira même. Je n'eus pas d'autre solution que de la faire suivre, puis interner dans un centre spécialisé, après qu'elle eut tenté de s'ouvrir le ventre pour vérifier si son bébé s'était caché à l'intérieur. Ses paroles devenaient incohérentes, sans aucune logique, ni le moindre rapport entre elles. Si je ne voulais pas qu'elle finisse aux côtés de notre enfant disparu, je n'avais pas d'autre choix. La thérapie fut longue, très longue. Plusieurs mois furent nécessaires. Mais elle fut payante et je retrouvai la Myriam que je connaissais. Enfin, pas tout à fait, vous en doutez bien. Un tel drame laisse des traces indélébiles dans l'esprit d'une mère. Le psychiatre qui l'avait suivi me conseilla de l'emmener dans un endroit calme, très loin de toute forme d'urbanisation pouvant lui rappeler ce qui était arrivé. J'ai cherché sur Internet l'endroit idéal pour ça, et je suis tombé sur une annonce sur cette région où nous avons décidé de nous poser. Myriam avait approuvé mon choix avec plus d'enthousiasme que je ne pouvais l'espérer. Et c'est ainsi que nous avons débarqué, nous, les petits Anglais qui n'avaient jamais été plus loin que leur ville de naissance de toute leur vie, dans cette magnifique région des Cévennes. J'avais vu qu'elle portait un autre nom autrefois, mais je ne m'en rappelle plus. Mais est-ce vraiment important? Non, ce qui est vraiment important, c'est ce qui s'est passé par la suite. Nous habitions un petit chalet éloigné de tout, en plein cœur d'un paysage de rêve, entouré de montagnes, tout aussi belles les unes que les autres, et une forêt nous encerclant. Une forêt qui allait être le point de départ de notre cauchemar. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Nous avions des voisins situés à environ 800 ou 900 mètres de là où nous nous trouvions. Un couple d'éleveurs de vaches adorables. Ils nous fournissaient en lait et en fromage. Et ils n'ont jamais voulu qu'on leur donne quoi que ce soit en échange. Et surtout pas de l'argent. Ça leur faisait plaisir de faire découvrir les produits français à des petits Anglois tels que nous. Ils nous appelaient souvent comme ça. Au début, je trouvais ça un peu péjoratif, même si je ne leur ai jamais fait part. Mais Myriam trouvait ce surnom tellement mignon que je m'y suis habitué. Ils avaient un fils de 12 ans, Pierre, qui se passionnait pour notre pays. Surtout le football dont il était un grand fan. Je discutais souvent avec lui pour lui raconter les exploits de notre équipe nationale. Il avait les yeux qui brillaient dans ces moments-là. Et Myriam semblait reprendre des couleurs et de la vie au contact de ces gens. Surtout Karine, la femme du couple. Elles étaient extrêmement complices toutes les deux. Quant à Yves, le mari, il était un peu plus réservé, restant souvent en retrait. Sauf quand il s'agissait de parler de la région. Là, on ne l'arrêtait plus. Et Karine était obligée d'intervenir pour nous éviter une leçon d'histoire en 12 volumes. Oui, vraiment, ces gens étaient de vraies perles. Le symbole même de l'hospitalité. On nous avait beaucoup parlé du manque flagrant de cette valeur de la part des Français. Et je dois avouer que ça nous inquiétait quelque peu. Mais au final, c'est comme partout. Il y a des exceptions. On n'avait jamais rencontré des gens aussi charmants et intentionnés qu'eux. Avec le temps, on les considérait presque un peu comme des membres de notre famille. Tellement on se sentait en phase avec eux. Et puis, Yves a commencé à nous parler des légendes et mythes de la région. Il avait une façon de raconter unique. C'était impossible de ne pas être passionné par ces récits. Myriam en particulier adorait entendre ces histoires. Surtout une. Celle parlant d'une créature pouvant exaucer toutes sortes de vœux, à certaines conditions. Les yeux de Myriam brillaient quand Yves racontait cette histoire. Et c'était assez régulier, à la demande de Myriam qui adorait l'écouter. Je me doutais des raisons qui la faisaient se passionner pour elle. À la suite de son accident et de sa fausse couche, les médecins l'avaient prévenue qu'elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Pour pouvoir la sauver et éviter qu'elle ne rejoigne notre enfant dans les limbes,
il n'avait pas eu d'autre choix que de pratiquer certaines incisions irréversibles, provoquant la stérilité. Ça aussi, ça avait contribué à la chute psychologique qui suivit de sa part. Alors, vous pensez bien, une créature qui exauce des vœux et qui pourrait réparer les dommages qu'elle avait subis, c'était fabuleux pour Myriam. Yves avait beau lui dire que ce n'était qu'une légende parmi d'autres et qu'il ne fallait pas lui donner crédit à ce point, Myriam n'en avait cure. Elle y croyait dur comme fer. Sans doute ses origines irlandaises qui donnaient foi à toutes ces histoires pour enfants. Yves lui avait dit aussi de ne pas aller seul dans la forêt, qu'il y avait d'autres dangers bien plus grands que de simples fables. La région était riche en de nombreux prédateurs, pas toujours très connus. À ces mots, je sentais qu'Yves ne nous disait pas tout sur ces prétendues légendes. Je voyais à ses yeux qu'il avait l'impression d'avoir fait une bêtise en parlant de cette histoire. Mais il ne pouvait pas savoir à quel point Myriam était déterminée à retrouver son statut de femme et de mère. C'est ainsi qu'un jour, alors que je pensais qu'elle se rendait au domaine de Carrie et Yves, elle se rendit en secret dans la forêt avoisinante, à la recherche de cette fameuse créature, à la recherche d'une solution au mal qui l'envahissait, sans qu'elle n'en dise rien. Elle n'a jamais trouvé la créature qu'elle recherchait, mais elle a bien trouvé quelque chose, une autre créature, mais celle-là beaucoup moins attirante quant à sa nature. Myriam allait ressortir de la forêt avec quelque chose en plus en elle, mais ce n'était pas une vie, en tout cas pas une vie comme on l'entend généralement. Elle revint effectivement avec quelque chose à l'intérieur d'elle. Mais c'était une malédiction. Un virus monstrueux qui allait la faire devenir une abomination qu'on pourrait croire tout droit sortie d'une BD d'horreur. Et lui faire commettre des atrocités à peine concevables pour tout être humain qui se respecte. À moins de croire dans le surnaturel. À dire la vérité, je n'ai pas remarqué de changement notable au début. Si c'était un appétit plus important que d'habitude pour la viande rouge, assez surprenant, vu que Myriam n'a jamais été une grande passionnée de viande. Bon, elle n'était pas végane non plus, c'est pour ça que ça ne m'a pas alarmé sur le coup. En fait, j'étais même content de l'avoir plus enjouée encore que d'habitude, souriante et prévenante, voulant sans cesse m'aider dans les tâches ménagères du chalet, alors que je m'étais engagé pour m'en occuper exclusivement, voulant la voir s'occuper d'elle et de son état en priorité. Il y avait autre chose qui m'a surpris, c'était sa frénésie de sexe. Alors que depuis sa sortie du centre, elle n'éprouvait plus vraiment d'intérêt, ou plutôt de motivation pour nos séances de sport en chambre, elle a soudain eu un regain d'incitation à la débauche, et de manière très prononcée, beaucoup plus qu'elle ne l'avait jamais été. Là encore, je ne m'inquiétais pas, car je pensais que c'était la thérapie naturelle qui portait ses fruits, et peut-être l'air vivifiant du coin, sans oublier nos adorables voisins habitant tout près. Des petits trucs qui montraient un changement opérant en elle, mais tellement insignifiant au départ et pas particulièrement troublant que je n'y ai pas vraiment porté attention. Mais au bout de quelques jours, tout bascula. Myriam devenait plus agressive de jour en jour, parfois pour des broutilles. Un œuf tombé au sol alors qu'elle venait de laver le sol suffisait à la mettre dans une colère noire. Une ration insuffisante de viande au déjeuner et au dîner la poussait à sortir du chalet pour se calmer les nerfs, comme elle disait. Et elle restait parfois des heures avant de revenir à l'intérieur. Et moi, je préférais ne pas dire quoi que ce soit, de peur de la froisser, ou d'augmenter sa tension qui devenait visible de plus en plus. Mais je me demandais quand même ce qu'elle pouvait bien faire dehors dans ces moments. Alors, un soir, dès qu'elle fut sortie, je me mis à la suivre discrètement, plus poussé par la curiosité que par l'inquiétude. Elle se dirigeait vers la forêt, sûre de son avancée, comme si elle connaissait les moindres recoins de celle-ci. Elle marquait un temps d'arrêt parfois, comme si elle cherchait quelque chose. Elle ne cherchait pas. Elle sentait l'air, fermant les yeux pour mieux s'imprégner de l'objet de sa quête, comme un animal allant à la chasse. Et c'était exactement ce qu'elle fit. Au bout d'un moment, je la vis se mettre à quatre pattes, tel un chien, humant le sol, les feuilles ou les arbres. Et d'un coup, elle me donna l'impression de s'être mis au garde à vous. Un lapin. Il y avait un pauvre lapin en face d'elle, remuant son petit nez à sa vue, comme conscient d'un danger imminent, avant de commencer à détaler. Peine perdue. Myriam se mit à courir dans sa direction. Je n'avais jamais vu ça. Elle courait comme un loup à l'assaut de sa proie, balayant les feuilles à son passage, marquant le sol de ses pieds nus,
ayant laissé ses chaussures près de la porte du chalet, comme je l'avais constaté avant de la suivre. En quelques secondes, elle eut la pauvre bête entre ses mains, et elle plongea ses dents dans la gorge de l'animal, arrachant sa chair, la mangeant glûment, la mâchant avec un net plaisir de délectation qui s'affichait sur son visage gorgé du sang du lapin, celui-ci ne devenant peu à peu qu'un simple squelette dénué de toute chair. Elle avalait même les poils, léchant les os, histoire d'être sûre de ne rien laisser. J'étais habitué à voir des films d'horreur, mais là, le spectacle qui était devant moi était à la limite du supportable. Et surtout, j'avais du mal à croire que c'était toujours ma Myriam qui se trouvait devant mes yeux ébahis. Une fois l'intégralité des os nettoyés, Myriam se redressa, reprenant une posture humaine, et revenait vers notre chalet. Une fois à l'intérieur, elle ne s'aperçut même pas de mon absence, et se dirigea vers la salle de bain avant de se doucher en profondeur, éliminant odeur, traces de terre et de sang de son corps débarrassé de ses vêtements, qu'elle prit soin de jeter à la poubelle, comme un étrange rituel morbide. Voilà à quoi ressemblaient ces soirées. Je la suivis d'autres nuits, et à chaque fois elle agissait de la même manière. Seules ses proies changeaient. Cerfs, sangliers, blaireaux. Rien ne semblait résister à sa dentition. J'avais l'impression de voir une possédée et pas ma Myriam. Mais à ce moment-là, elle était encore humaine. C'était avant son évolution. Avant qu'elle passe de son statut de femme aimante à celui de bête sanguinaire. Avant qu'elle ne s'en prenne à notre famille d'adoption. Nos si gentils voisins qui allaient devenir ses nouvelles proies, pour répondre à une faim de plus en plus insatiable, dont l'estomac réclamait des victimes plus conséquentes au fur et à mesure que la bête en elle prenait l'ascendant sur son esprit humain. D'ailleurs, était-elle toujours humaine? Je n'en suis pas sûr. Ce qui est certain, c'est que ce que je vis quelques jours après me glaça le sang jusque dans mes entrailles les plus profondes. Je n'oublierai jamais ce qui arrivait ce soir-là. Le soir où tout a basculé. Le soir où Myriam a définitivement cessé d'être un être humain. Ce fameux soir, Myriam, comme d'habitude, a prétexté avoir besoin de sortir pour prendre l'air. Je lui demandais si, pour une fois, je pourrais l'accompagner et que ça serait sympa de faire une petite sortie au clair de lune. Mais sa réaction fut assez violente, me disant que l'intérêt de ces sorties, c'est d'être seul, pour se ressourcer. Mais il n'y avait pas que sa colère étrange qui me pétrifia. L'iris de ses yeux avait pris une forme allongée, comme celle des félins, et d'un jaune très prononcé, aux accents noirs, se confondant ensemble, formant une couleur presque irréelle. Rajoutez à ça un bruit de craquement d'eau venant de son corps, comme si elle s'apprêtait à se transformer en je ne sais quoi dépassant l'entendement. J'ai très nettement vu ses ongles se soulever, semblant vouloir laisser la place à quelque chose de plus gros, et ses veines devenir plus apparentes. J'ai même cru qu'elles allaient exploser pendant un moment. Je lui dis alors que je comprenais et que je l'attendrais comme d'habitude. À ces mots, elle sembla se calmer et redevint la Myriam que je connaissais. J'attendis quelques minutes après qu'elle soit sortie pour me mettre sur ses traces. Mais je ne voyais pas sa silhouette sur le chemin de la forêt. C'était curieux. Aurait-elle compris que je la suivais et aurait-elle changé de proie? Mais en ce cas, qu'est-ce qui pouvait bien plus l'intéresser en matière de viande? Je n'eus pas le loisir de me poser plus la question, car j'entendis des hurlements venant de la maison d'Yves et Karine. Des hurlements de terreur et des cris d'une bête semblant tout droit sortie de l'enfer. Craignant de comprendre où était Myriam, je courais vers le domaine des parents de Pierre, espérant que ce dernier avait pu se mettre à l'abri. Myriam serait-elle capable de s'en prendre à un enfant? Je me persuadais du contraire. Myriam ne le pourrait pas. Mais il semblait plus qu'évident que les cris que j'entendais n'avaient plus rien à voir avec elle, au fur et à mesure que je me rapprochais de ceux-ci. J'arrivai enfin à la propriété de nos voisins. Et là, je pus voir toute l'étendue de l'horreur qui avait pris naissance dans le corps de ma chère Myriam. Elle n'était pas là d'ailleurs, ou plutôt, ce n'était plus elle. C'était un cauchemar sur pattes. On aurait dit une sorte de loup monstrueux, sans en être un à proprement parler. La créature que je voyais, même si elle avait des dimensions plus ou moins humaines, était à mi-chemin entre le lion, le tigre et le loup. Ses pattes arrière sur lesquelles elle se dressait étaient clairement celles d'un lion de forte stature. Épaisse, arrondie, munie d'argots d'où sortaient des griffes à faire pâlir n'importe quel prédateur de ce monde. Son corps était celui d'un loup, parsemé d'un pelage d'un gris argenté,
aux poils se dressant sur toute l'étendue du corps. Les pattes avant avaient l'ossature de celle d'un tigre, mais avec une structure entre le loup et l'humain. Il en était de même pour ceux qui pouvaient s'apparenter à des bras jusqu'aux épaules. D'immenses griffes sortaient de la main ou la patte. En fait, je ne savais même pas comment on pouvait désigner ce que c'était. Et sa gueule ressemblait presque trait pour trait à l'idée qu'on pouvait avoir d'un loup-garou. Allongé, babine retroussée, presque jusqu'à l'extrême, dents proéminentes et aussi pointues que des dents de requin, mais plus proches de celles d'un tigre du Bengale ou assimilées. Des oreilles allongées sur un crâne à la texture et la forme de celle d'un humain. Le tout formait un maelstrom de ce que la nature avait de plus dangereux et de monstrueux en termes de prédateurs. Si le docteur Frankenstein avait pu créer un animal au lieu d'un homme, il aurait certainement créé quelque chose ressemblant trait pour trait à cette chose. Mais le pire tenait à son tableau de chasse qu'il tenait entre ses mains. Le jeune Pierre, dont le corps se trouvait pris entre ses pattes cauchemardesques, une partie des griffes plongeant dans son corps meurtri de toutes parts, et lacéré sur toute la partie du visage. C'est bien simple, on ne le reconnaissait presque plus. J'avais l'impression que l'intégralité de son sang coulait le long de son corps. Soudain, mes yeux se portèrent vers le sol, et le spectacle d'horreur se poursuivit. Karine et Yves gisaient l'un sur l'autre, à moitié dévorés, leurs habits en lambeaux, le reste de leur chair se mélangeant au sang coulant sur le sol de la cour. Yves n'avait plus de tête. Ou plutôt, elle n'était plus à l'endroit où elle aurait dû se trouver. Séparée du reste de corps, sans presque plus un brin de chair dessus. Ses bras et ses jambes comportaient des traces de griffures profondes, à un point que ses os étaient à nu. Et Karine, elle, c'était guère mieux. Elle avait la poitrine éventrée, ses entrailles en sortant comme une version vivante d'un jeu d'anatomie. Ses jambes avaient été brisées en deux, dont la majeure partie était totalement dépourvue de la moindre trace de chair. J'étais horrifié de cette vision qui s'offrait à moi. Je ne sais pas pourquoi, mais je me mis à crier aussi fort que je pouvais, comme si c'était ma voix qui avait réagi à la place de mon cerveau en l'instant présent. Un cri qui fit se retourner la créature infernale qui se dressait devant moi. Elle relâcha le corps sans vie de Pierre à ses pieds et me fixa de ses yeux injectés de sang, comme un scanner sondant un corps pour en étudier la moindre parcelle. Elle se dirigea vers moi, grognant, lâchant des pleins filets d'une bave translucide sur le sol, avant de stopper à quelques centimètres de l'endroit où je me trouvais. Elle me regardait ainsi plusieurs minutes, sans bouger, sans trace de la moindre agressivité à mon encontre. Était-ce un signe que Myriam vivait toujours à l'intérieur de ce monstre qui la remplaçait ? Toujours est-il qu'après une phase qui me parut interminable, la bête se mit à rugir de toutes ses forces, la gueule grande ouverte. Je crus à ce moment que ma fin était arrivée. Que pouvais-je bien faire face à une telle créature ? Et puis, elle arrêta son cri, me regardait encore quelques secondes, se positionnait à quatre pattes et s'enfuit en direction de notre chalet, me laissant sur place, avec mes interrogations. Je mis plusieurs minutes avant de sortir de ma torpeur, et puis, regardant les corps de ces malheureux qui avaient été plus que des amis, je me décidai à leur offrir une sépulture décente. Je trouvai une bêche et une pioche dans la grange, et creusai 3 tombes dans le petit jardin accolé à la demeure principale. Le plus difficile fut d'amener les corps jusqu'à celle-ci. N'étant pas très costaud physiquement, cela fut long et exténuant, sans parler des nombreuses crises de vomissement que leur état occasionna à mon estomac fragile. Après avoir mis les corps dans leur tombe de fortune, je les recouvrais de la terre ayant servi pour les creuser. M'agenouillai un instant pour me recueillir et repartais vers le chalet, prêt à affronter la chose que Myriam était devenue. Une fois à l'intérieur du chalet, je retrouvai Myriam, recroquevillée contre l'évier de la cuisine, des perles de sueur coulant partout sur son visage rempli du sang de ses récentes victimes. Elle semblait comme plongée dans une transe. Je m'approchai d'elle, tentant de la rassurer, mais pour toute réaction, elle se leva d'un bond, me demandant de m'enfuir, qu'il ne fallait pas que je reste près d'elle, qu'elle finirait par me tuer comme elle venait de tuer Yves, Karine et Pierre. Je tentai à nouveau de lui parler, lui affirmant que malgré tout ce qui s'était passé, elle restait la femme que j'aimais. Est-ce que ce sont mes paroles, ou simplement parce qu'elle ne parvenait pas à contrôler la bête cachée en elle ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu'elle se leva brusquement, les yeux pleins de colère, me demandant comment je pouvais aimer une meurtrière, une bête de l'enfer, qu'il fallait que je parte pendant qu'elle pouvait encore se contrôler.
Je ne bougeais pas, comme attendant qu'elle décide de me trancher la gorge et qu'elle se délecte de ma chair. Ce qui l'énerva encore plus, me traitant d'imbécile. Et là, elle me tendit le pistolet que je rangeais dans le tiroir de la cuisine. Une précaution que j'avais achetée avant notre départ pour venir ici. Elle voulait que je la tue, pour ne plus qu'elle massacre d'autres innocents. Mais je lui disais que je serais incapable de faire ça à la femme que j'aime. À ces mots, elle plaça le pistolet dans mes mains et recula de quelques centimètres, avant de se figer, fermant les yeux, donnant l'impression d'attendre quelque chose. Puis, je compris ce qu'elle cherchait. Elle attendait que la bête en elle revienne à la surface. Elle lui donnait l'autorisation, ou plutôt l'ordre de revenir. Et l'effet fut immédiat. Peu à peu, Myriam redevint la créature monstrueuse que j'avais vue il y avait peu au domaine d'Yves et Karine. Parlant d'une voix caverneuse, elle s'adressa à moi, me disant que si je ne pouvais pas la tuer, peut-être que je pourrais tuer le monstre en elle, prenant ma main droite avec ses pattes, pendant que l'autre patte plaçait le canon du pistolet sur son crâne. Elle me demanda de faire vite, pendant qu'elle parvenait encore à la contrôler, que je ne devais pas hésiter, que c'était la seule solution. Mais je ne pouvais pas, impossible. Je vis alors des larmes couler sur sa gueule monstrueuse, comme un appel à l'aide. Je ne pouvais pas rester insensible à ça. Je regardai à nouveau l'arme, posai ma main dessus, et petit à petit, je descendais mon majeur sur la gâchette. Je la regardai à nouveau, comme pour me souvenir une dernière fois de ses yeux embués de larmes. Je fermai les miens, et je tirai. J'entendis toute la masse de son corps tomber sur le carrelage de la cuisine. Puis, il y a eu un grand temps mort. Je n'osais pas ouvrir les yeux, car je savais le spectacle tristement horrible qui allait se montrer en le faisant. Je ne sais plus le temps qu'il m'a fallu pour finalement avoir le courage de le faire. Je soulevai mes paupières, très lentement, la peur au ventre. Et avant de baisser mon regard vers le sol, je pris une grande respiration, pensant que ça pouvait m'aider à supporter le choc que je m'apprêtais à affronter. Et je trouvai enfin la force de regarder. Elle était là, celle qui avait tant illuminé ma vie des années durant, celle avec qui je pensais finir mes vieux jours, assis ensemble dans un vieux canapé, avec une tasse de chocolat chaud sur une petite table basse devant nous. Un rêve qui ne pourra jamais se réaliser. Je résistai à la douleur quelques secondes, avant que mes genoux ploient sous le poids de ma souffrance et fassent tomber le reste de mon corps auprès d'elle. J'ai pleuré pendant de longues minutes. Des heures peut-être. Je n'en savais rien. Qu'importe. Ce que je savais, c'est qu'elle était partie. Ou je l'ignorais également. Sans doute dans un endroit où elle ne souffre plus en tout cas. Mais il ne fallait pas que son sacrifice n'ait servi à rien. La balle avait bloqué toute tentative de transformation inverse. Elle était toujours sous la forme de cette chose. L'idée me vint alors pour éviter toute utilisation de son corps par des abrutis de scientifiques ou des militaires avides de s'en servir pour créer d'autres monstruosités identiques, pour des raisons futiles et surtout assassines. Alors, je sortais pour me rendre à la petite remise à l'extérieur du chalet. Je pris un bidon de fioul domestique et en versai tout autour du chalet, avant de rentrer à l'intérieur et faire de même dans toutes les pièces. Sans oublier le corps de Myriam. Myriam. J'avais encore les larmes aux yeux quand je lançai mon zippo sur son corps, qui s'enflamma aussitôt, avant de sortir lentement du chalet. Je regardais ce dernier être ravagé par le feu un long moment, comme pour m'assurer d'être sûr qu'il n'en resterait rien à en tirer par les enquêteurs qui ne manqueraient pas de venir, alertés par la fumée de l'incendie. Et puis je partais. Voilà, vous connaissez toute l'histoire. Libre à vous de croire ou non, mais je peux vous assurer que je n'ai pas menti. À aucun moment. Ce n'était pas Myriam la meurtrière. C'était cette aberration qui était en elle. Cette malédiction qui lui avait été transmise par cette autre créature vivant dans les profondeurs de cette forêt. Cette même créature qu'il me fallait débusquer et trouver, afin d'éviter qu'un autre que moi subisse le même drame. À l'heure où vous trouverez ce carnet, je serai déjà sur ses traces, prêt à en finir avec elle. Comment ? Vous vous demandez de quelle manière un simple humain peut venir à bout d'une telle créature ? C'est très simple. Parce que je ne suis plus humain. Avant de sortir du chalet, j'ai utilisé une des griffes du corps de Myriam pour subir la même malédiction qu'elle.
Je savais que c'était le seul moyen d'en finir avec l'origine de tout ça. Tuer la bête, et ensuite me tuer moi. Mais il me fallait faire vite, avant que mon humanité soit balayée par le monstre qui germait à l'intérieur de mon corps. Faites bon usage des informations que j'ai mises sur ce carnet, et prévenez le monde que nous ne sommes pas seuls. Et surtout, que nous ne sommes pas le haut de la pyramide des espèces. Certaines d'entre elles sont devant nous. Au fait, je me souviens du nom de cette région avant de devenir le patronyme que l'on connaît aujourd'hui. Cela s'appelait le Gévaudan.